Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 8e lecture linéaire sur Madame de Sévigné, donc le texte en marge de l'objet d'étude qui est littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Donc cette lecture linéaire s'appelle Lettre à Monsieur de Coulanges. Elle a été écrite, comme je l'ai dit, par Madame de Sévigné en 1670. Voici la lecture du texte. À Paris, ce lundi 15 décembre 1670. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante et la plus digne d'envie. Enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste? Une chose que l'on ne peut croire à Paris, quand pourrait-on croire à Lyon? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame de Haute-Rive. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à vous le dire, devinez-la. Je vous le donne en 3. Jetez-vous à l'œil au chien? Eh bien, il faut vous le dire, Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous le donne en 4. Je vous le donne en 10. Je vous le donne en 100. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner. C'est Madame de Lavallière. Point du tout, madame. C'est Mademoiselle de Retz. Point du tout. Vous êtes bien provincial. Vraiment, nous sommes bien bêtes. Dites-vous, c'est Mademoiselle Colbert? Encore moins. C'est assurément Mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre, avec permission du roi, Mademoiselle de, Mademoiselle, devinez le nom. Il épouse Mademoiselle ma foi, par moi faut jurer. Mademoiselle, la plus grande Mademoiselle fille de feu monsieur, Mademoiselle petite fille de Henri IV, Mademoiselle Mademoiselle de Dombes, Mademoiselle de Montpensier, Mademoiselle d'Orléans, Mademoiselle cousine germaine du roi, Mademoiselle destinée au trône, Mademoiselle le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison, et nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. Donc, en gros, ce texte, c'est beaucoup de choses pour rien du tout. Voilà. J'ai jamais vu un texte aussi long pour vraiment une information. Ça existe encore aujourd'hui, les gens qui parlent comme ça. La marquise de Sévigné est née en 1626 et morte en 1696. C'est une amie de Madame de Lafayette et elle a fréquenté des salons mondains et avec un regard de grande observatrice. C'est une époque où le genre épistolaire connaît un véritable essor. Ce sont ces lettres qui font la célébrité de Madame de Sévigné à titre posthume, puisqu'elle n'avait aucune intention de les publier. Une première publication aura lieu en 1697, c'est-à-dire un an plus tard. Donc ces lettres sont adressées à sa fille, Madame de Grignan, et à d'autres correspondants comme son cousin, Monsieur de Coulanges, dont elle était très proche et dont elle a passé une partie de son enfance avec lui. Ce cousin a quitté Paris pour aller s'installer à Lyon avec sa femme. Ces lettres ont pour objectif de transmettre des nouvelles par rapport à la cour, en l'occurrence ici un mariage. Donc nous pouvons nous demander comment la personnalité de l'épistolière se révèle-t-elle à travers sa façon de peindre la société. Donc ce texte se sépare en 4 parties. Tout d'abord une introduction pour susciter la curiosité. Ensuite nous avons une énigme simplement. Puis nous avons l'annoncement de la nouvelle. Et nous avons la conclusion à cette lettre. Première partie, une introduction pour susciter la curiosité. Donc tout d'abord nous avons le vieux verbe mander qui donne un ton solennel à cette scène. Nous avons le groupe nominal la chose qui est extrêmement vague avec un article défini pourtant. Puis on retrouve 19 superlatifs qui donnent l'impression d'une nouvelle tellement exceptionnelle et même impossible à qualifier. Les 6 premiers qui sont en rouge fonctionnent par paire. Ils reposent tous sur un homotéleute qui forme un écho sonore. Étonnante, surprenante. Vous voyez? Hante. Ensuite, nous avons merveilleuse, miraculeuse, euse. Puis nous avons le rythme qui s'accélère avec des variations sonores en bleu. Et les 6 derniers
sauf ceux en violet, sont antithétiques. Nous avons la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante et la plus secrète, jusqu'aujourd'hui. Les deux derniers caractérisent la cour, puisque nous avons la côté la plus brillante, donc c'est qui caractérise l'apparence à la cour, et nous avons la plus digne d'envie qui caractérise la jalousie à la cour. On trouve ensuite un adverbe temporel enfin, en jaune ici, qui devrait marquer la fin d'une émulation. Mais on va trouver de nouveau le groupe nominal une chose en anaphore, répété ici 6 fois. Ici en rouge du coup. Madame de Sévigné met cet événement en avant avec son caractère exceptionnel par rapport au passé, un exemple dans les siècles passés, en vert. Elle affirme le mépris des Parisiens pour la province, puisqu'on dit une chose qu'on ne peut pas croire à Paris, comment pourrait-on le croire à Lyon? Ensuite, nous avons le mot miséricorde, qui dit qu'elle présente cet événement comme si c'était une faute. Madame de Sévigné fait référence à deux dames de la cour hautement connues, qui étaient Madame de Rohan et Madame de Haute-Rive, qui étaient réputées pour les liaisons nombreuses et tumultueuses qu'elles avaient. Nous avons en dernière partie des informations temporelles, qui se fera le dimanche, qu'elle accentue avec la négation, qui ne se sera peut-être pas faite le lundi. Et cette partie s'achève avec un ton relativement familier pour Madame de Sévigné, qui nous rappelle qu'elle est avec son cousin. Avoir la berlue et jeter votre langue au chien. Donc en synthèse, nous pouvons dire que le début de cette lettre n'annonce pas immédiatement le contenu. Tout est fait pour susciter la curiosité du destinataire en retardant son annonce. En deuxième partie, nous commençons par une phrase exclamative « Eh bien ». Même c'est une onomatopée, qui donne de la vivacité au récit, et surtout, dans cette partie, Madame de Sévigné va inventer un dialogue fictif avec des correspondants qui va apporter beaucoup de vie dans cette lettre. Nous avons donc une ponctuation expressive, avec notamment beaucoup de points d'interrogation. Madame de Sévigné est joueuse. Elle donne une partie de la devinette. Il s'agit du mariage de Monsieur Lauzun. On a d'ailleurs des expressions du jeu, avec par exemple la répétition 4 fois du verbe deviner, notamment une dans la partie juste avant. Nous avons également 4 expressions en jeu, je vous le donne en 3, qui est pareil dans la partie d'avant, je vous le donne en 4, je vous le donne en 10, et je vous le donne en 100. Donc nous avons ensuite 4 noms de personnes célèbres, Mademoiselle de Vallière, Mademoiselle de Cray, Mademoiselle de Colbert et Mademoiselle de Créqui. Donc ces personnes sont de bon parti, donc elles maintiennent la curiosité, puisqu'en fait on peut imaginer que ça soit la bonne réponse. Donc dans cette partie, on retrouve la moquerie de Paris aussi, envers les provinces. Vous êtes bien provincial, ou nous sommes bien bêtes. Donc Madame de Sévigné continue à stimuler la curiosité de son destinataire, et surtout à provoquer son impatience. En troisième partie, elle donne finalement la nouvelle. Madame de Sévigné fait encore une nouvelle feinte, histoire de retarder un peu l'annonce. Elle va utiliser les points de suspension dans la partie juste avant que je n'ai pas montré, et elle va faire une répétition de ma foi, par ma foi jurée, en gradation surtout, et une répétition 15 fois, donc 4 mademoiselle avant et 11 ici, mademoiselle, histoire de rallonger le texte. Nous avons des précisions généalogiques également. C'est la petite fille de Henri IV ou la cousine germaine du roi. Et aussi, elle donne des titres, par exemple, elle est destinée au trône. Donc ça veut dire qu'elle a du sang royal. Elle termine par l'hyperbole, le seul parti de France qui fut digne de monsieur, qui désigne le plus âgé des frères du roi. On sait donc que ça va être un mariage entre la cousine des frères du roi et un monsieur qui désigne le plus âgé des frères du roi. Ce type de mariage est présent dans les familles royales pour des raisons diplomatiques. La nouvelle est enfin annoncée, mais on devine quand même le caractère très enjoué de Madame de Sévigné, qui s'amuse avec son destinataire. Et enfin, nous avons la conclusion. Donc le premier paragraphe commence avec un ton péjoratif, puisqu'elle utilise le verbe discourir, qui fait référence au ragot dans les salons mondains. Elle formule 4 hypothèses à la réaction de Monsieur de Coulanges. Soit c'est un grand étonnement, si vous êtes hors de vous-même, soit c'est une accusation, si vous dites que nous avons menti, soit c'est une contestation, si cela est bien fade à imaginer, ou soit c'est une colère, si vous nous dites des injures.
Et à la dernière ligne de cette lettre, contrairement aux formules finales très élaborées d'adieu, nous avons juste un adieu qui nous rappelle que le destinataire est son cousin, ce qui autorise de la familiarité. Elle termine sa lettre en disant si nous disons vrai ou non, on voit ici un témoignage véridique sur des faits historiques confirmés, mais aussi sur des mœurs de la cour. Cette conclusion de lettre nous rappelle le goût pour les intrigues amoureuses dans les conversations mondaines. En conclusion, nous pouvons dire que dans cette lettre, le lecteur découvre le caractère enjoué de Madame de Sévigné, qui tient en éveil la curiosité de son destinataire et qui sait mettre en valeur son énigme. Cette lettre illustre aussi l'importance et la frivolité des intrigues amoureuses dans la cour qui donnent livre au ragot et au commérage. Ce texte peut nous faire penser à la description de la haute noblesse dans Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, à plus!